l'Assemblée nationale le nombre des députés. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2 Midi Actu. C'est parti pour ce mercredi. Voici le sommaire du jour. Il est avec nous sur ce plateau donc de Midi Actu, Monsieur Amadou Pouy, jeune entrepreneur. Bonjour à vous, Monsieur Pouy. Bonjour, Léna. Bienvenue dans Midi Actu. Merci beaucoup. Très bien, donc vous allez nous accompagner aujourd'hui, surtout pour la rubrique technologie de l'information et de la communication. Mais tout de suite, mesdames et messieurs, nous démarrons avec l'actualité côté société, le travail des forces sénégalaises de la police et de la gendarmerie, vivement donc salué en Centrafrique en fin de mission. Ces corps ont reçu des médailles des Nations Unies pour service rendu, suivant ce reportage. De Bangui, ils ont échangé avec la presse sur leur mission. Il s'agit du commandant des contingents de la police et de la gendarmerie déployés en Centrafrique et du chef des opérations. La police intervient en ville en effectuant des patrouilles dans la ville de Bangui avec d'autres unités qui sont là au niveau de la ville de Bangui, comme dans les autres provinces du pays. On a également une mission d'assistance aux forces de sécurité, forces de défense, forces de sécurité intérieure. Nous, la PSU, on a encadré les policiers et les gendarmes en participant à leur formation. L'unité militaire, qu'on appelle celle hélico, cette unité participe à la protection des populations et des biens. S'il y a une opération quelque part où des groupes armés interviennent, donc cette unité, avec ses hélicos, alors décolle en recevant l'ordre d'intervenir pour protéger des populations. Depuis 2015, l'unité de protection rapprochée a eu à assurer la sécurité de l'ambassadeur de la communauté économique des États centrales, le procureur de la République a été exfiltré suite à une séquestration qui a eu lieu au niveau du bureau, donc par une bande d'anti-Balaka. Donc il y a aussi des opérations qui ont été menées au profit de la police et qui sont soldées par l'arrestation de plusieurs individus. Outre ce travail de protection et de prévention, les contingents de la police et de la gendarmerie mènent des actions sociales. Au niveau de la CNPSU, de l'unité d'appui de la protection, j'ai 2 médecins dont une femme. Les populations viennent se soigner chez moi, comme dans les autres unités également sénégalaises. Là, c'est le volet qu'on appelle civique, donc des actions civilo-militaires, des actions sociales comptées par rapport aux populations, mais des actions qui sont prévues par la mission. Un travail salué par les autorités centrafricaines et les populations et en signe de reconnaissance pour le service et le sacrifice rendu 152 casques bleus du Sénégal en fin de mission en Centrafrique ont reçu des mains de Mankeur Ndiaye, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, les médailles de maintien de la paix des Nations Unies à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance. Monsieur Pouy, qu'est-ce que ça vous fait en tant que Sénégalais de voir que des casques bleus sénégalais ont été donc honorés en Centrafrique? Nous sommes fiers en tant que Sénégalais de voir des Sénégalais décorés et se distinguer pour ces services et ces sacrifices rendus encore une fois sous la bannière des casques bleus. Et ça vous a jamais tenté de faire police, gendarmerie, armée quand vous étiez plus jeune, non? Non, pas du tout, non, pas trop. D'accord, très bien. Nous poursuivons avec l'actualité toujours côté société ou plutôt côté économie et ce sera juste après ceci. Alors, notre consultant en économie nous revient aujourd'hui avec les conséquences des impôts, un extrait de l'entrevue qu'il nous a accordé, suivant ses explications. L'État dit que l'impôt est quérable. Ça veut dire que l'agent économique,
c'est toi qui dois aller faire ta déclaration d'impôt. Si maintenant, l'agent économique s'adonne à une fausse déclaration fiscale et que par la suite, l'administration fiscale parvient à trouver cette fraude fiscale, là, c'est une peine très lourde qui est prévue par la justice pénale de notre pays. L'État ne badine pas avec l'évasion fiscale. Bon, c'est plus grave encore si pratiquement certains agents économiques, même à défaut de pouvoir payer l'impôt localement, font ce qu'on appelle une évasion fiscale en allant placer cet argent dans les banques étrangères. Là, c'est encore beaucoup plus grave et c'est des cas qui sont parfois même rencontrés dans nos pays en développement. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Donc, l'évasion fiscale, la fuite des capitaux, on en parle souvent dans la presse, que ce soit nationale ou étrangère. Effectivement. C'est effectivement le cas pour le Sénégal et bien d'autres pays en Europe, en Occident, notamment la France. Mais je pense que, aussi bien au niveau des administrés que des administrateurs, on gagnerait à beaucoup plus communiquer sur la question et que ça pourrait éviter beaucoup de malentendus. Et je pense que le fait de quand même payer ses impôts, ça ne sert qu'au pays. Donc, c'est une chose qui est tout à fait naturelle, surtout si on est un bon citoyen. C'est surtout ça et surtout de comprendre que en fait, l'État ne marche qu'à partir sur la base des impôts qui sont prélevés sur les sociétés. Tout à fait. Tout de suite, la suite. Et nous restons toujours dans le secteur de l'économie. Le 10 avril 1954 est instituée donc la taxe sur la valeur ajoutée, communément appelée donc TVA. Elle est aussi une forme d'impôt, mais cette fois-ci indirecte, et c'est l'éphéméride du jour. La taxe sur la valeur ajoutée, TVA, est un impôt sur la consommation inventé en France en 1954. Avant ce système, toutes les entreprises qui concouraient à la production et à la distribution d'un produit ou d'un service étaient taxées. Ainsi, le prix de vente final dépendait du nombre d'intermédiaires, car ces derniers répercutaient la taxe qu'ils payaient sur leur prix de vente. Donc, plus il y avait d'intermédiaires, plus le prix de vente final était élevé. Avec la TVA, peu importe le nombre d'intermédiaires, le consommateur final paye la même taxe, soit en général 20% du prix de vente hors taxe d'un produit. Celui-ci ne la paye pas directement à l'État, mais à l'entreprise à laquelle il achète un produit. Ce sont ensuite chacune des entreprises qui ont participé à l'élaboration du produit qui reversent à l'État une partie de cette taxe, mais cela ne leur coûte rien. Prenons un exemple. Quand un distributeur de vêtements vend une chemise 120 €, toute taxe comprise, TTC, il facture au consommateur un prix qui comprend le prix de vente hors taxe, soit 100 €, et la TVA de 20%, soit 20 €. Cette TVA ne va pas dans la poche du distributeur, car il doit reverser à l'État la TVA qu'il collecte lorsqu'il vend des produits, qu'on appelle TVA collectée. Il déduit ensuite la TVA que ses fournisseurs lui font payer lorsqu'il achète les marchandises, qu'on appelle TVA déductible, puis il reverse la différence à l'État. Ainsi, notre distributeur a collecté 20 € de TVA auprès du consommateur. S'il a lui-même acheté la chemise à un fabricant 70 € hors taxe, il a 14 € de TVA déductible. Il reverse donc à l'État 20 moins 14, soit 6 €. Pour le fabricant qui lui a vendu la chemise, ces 14 € sont de la TVA collectée. Cette taxe s'appelle taxe sur la valeur ajoutée, car la valeur ajoutée est la valeur économique apportée par l'activité de l'entreprise. Par exemple, le fabricant qui a acheté 10 € hors taxe de fil pour en faire une chemise qu'il a vendue 70 € hors taxe a apporté à ses fils une valeur ajoutée de 60 €. 20% de cette valeur ajoutée correspondent bien aux 12 € de TVA reversés à l'État par le fabricant. Est-ce qu'une telle vidéo vous a permis de mieux comprendre comment fonctionne la TVA? Oui, en tant qu'entrepreneur, on sait bien ce que c'est la TVA, mais on n'avait pas tous ces détails-là. Effectivement, c'était intéressant et très explicite.
Et est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous travaillez souvent avec des gens qui sont dans le secteur de l'économie, par exemple, ou de la comptabilité? Oui, absolument. Il le faut absolument. Il faut en interne avoir des compétences comptables qui puissent gérer les chiffres, tout ce qui est TVA et impôts. D'accord. Technologie de l'information et de la communication, est-ce que ça vous parle? Oui, évidemment. D'accord. Nous passons à cette rubrique juste après ceci. Le compteur bilan des banques affiche plus de 7 milliards de francs CFA. Le compteur des crédits dépasse les 4 milliards. Semblerait qu'on ne soit donc pas à l'abri des attaques du système bancaire par des cybercriminels. Situation qui préoccupe bien sûr les acteurs du secteur, suivant ce reportage. La situation bancaire au Sénégal est en croissance continue, tant en bilan qu'en crédit alloué. Une satisfaction que la Banque centrale partage avec les établissements financiers en ce deuxième trimestre finissant de l'année. La situation du système bancaire est satisfaisante. L'activité continue à croître. Le total de bilan des banques est aujourd'hui à 7 250 milliards à fin décembre 2018. Nous avons une hausse d'environ 9,6% de l'activité bancaire évaluée au travers du total de leur bilan. En matière de crédit, les crédits sont à 4 447 milliards à fin décembre 2018, soit une hausse de 479 milliards ou 12% donc au cours de l'année 2018. Donc une situation satisfaisante, mais ça n'empêche que lorsqu'on parle de la situation du système bancaire, c'est de passer en revue les risques auxquels le système bancaire peut être confronté. Les banques ne sont pas à l'abri des risques, d'où leur capacité à riposter face à la cybercriminalité. Les systèmes d'information font l'objet d'une supervision permanente, d'une mise à niveau permanente et d'une mise à niveau technique des hommes qui sont chargés dans la banque d'y faire face. Quand on parle de cybercriminalité, les gens pensent qu'on a tué des personnes. Mais on s'est attaqué à des biens, ce qui revient au même. Parce que quand on s'attaque aux biens, on s'attaque à des personnes dépositaires de ces biens. C'est pour vous rassurer que sur la cybercriminalité, le directeur national en a parlé tout à l'heure, les banques ont des passerelles avec les éléments de la police sénégalaise spécialisés dans ce domaine pour prévenir les attaques. Le bureau d'information sur le crédit, le dispositif de soutien au financement des PME-PMI sont autant de sujets que les banquiers ont passés au peigne fin. Alors, Monsieur Pouy, vous qui êtes dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, oui. Donc vous avez certainement entendu parler de cybersécurité, cybercriminalité. Oui. Est-ce que vous êtes souvent confronté à ce genre de choses, de concepts? Effectivement, vu qu'on a un réseau social, il est important, l'aspect sécuritaire est hyper important, surtout par rapport à la protection des données, par rapport à plein de choses, c'est important. Protection des données, donc votre plateforme qui s'appelle Upne. Oui. Ça veut dire quoi, Upne? Upne, c'est le réseau social sénégalais. Pourquoi déjà le nom Upne? Alors, on a choisi le nom Upne parce qu'on a vraiment voulu mettre un nom sénégalais d'abord. Et puis Upne parce que Upne, dans le jargon des filles au Sénégal, Upne veut dire une chose qui sort de l'ordinaire. Et en vrai, quelque chose à partager, quelque chose qui va divertir, c'est quelque chose qui est Upne, entre guillemets. D'accord. Qui va divertir. Mais c'est quoi le concept? Ça consiste en quoi? Voilà, Upne, c'est un réseau social. C'est un réseau social sénégalais. Et c'est une opportunité pour le Sénégal d'avoir son propre réseau social qui partage nos valeurs et qui nous protège sous plusieurs aspects. Et donc, Upne propose des possibilités qui n'ont jamais existé dans d'autres réseaux sociaux, comme le fait de pouvoir faire un commentaire audio sur un type de post, ça n'existait pas sur Facebook ni sur les autres réseaux sociaux, comme le fait de pouvoir faire un post audio aussi sur un fil de publication. Donc nous avons bien tenu compte des Sénégalais qui sont non-alphabètes et qui utilisent des réseaux sociaux. Donc quand vous parlez d'un réseau social, est-ce à dire que c'est comme un Facebook mais made in Sénégal? C'est exactement ça, avec des choses en plus sur ce réseau, sur ce Facebook made in Sénégal. D'accord. Donc là, vous avez dit tout de suite qu'il y a moyen que la personne commente avec un audio. Et c'est quoi la cible donc du coup? Parce qu'il me semble que
il y a un réseau social, en tout cas, je citerai WhatsApp, oui. Qui est assez utilisé pour diffusion d'informations ou à travers lequel on communique avec des audios. Oui. Est-ce que c'est un peu donc la combinaison entre Facebook, WhatsApp? On ne dirait pas une combinaison. Bon, WhatsApp, c'est vrai qu'à la base, en fait, WhatsApp, quand ils ont mis des audios sur WhatsApp, c'était plutôt pour laisser un message. D'accord. Dans leur développement, c'était plutôt ça. Évidemment, ici au Sénégal, le paradigme d'utilisation a dû changer. Mais effectivement, WhatsApp, c'est un réseau social, mais plutôt orienté communication. C'est vraiment pour des échanges. Ici, c'est vraiment un réseau social, Facebook, vraiment, c'est plutôt orienté contenu, partage de contenu. Et aussi, l'autre chose, c'est que nous donnons la possibilité aux utilisateurs d'avoir une meilleure visibilité, une visibilité beaucoup plus large. Les algorithmes de Upne travaillent à beaucoup plus vulgariser les posts des utilisateurs qu'on appelle des uploads, en fait, comme l'onomatopée wolof, upload. C'est comme ça qu'on appelle un post ici. Et donc, les algorithmes de Upne travaillent à plus vulgariser les uploads des utilisateurs que dans les autres réseaux sociaux. C'est un plus. Et quelle est la cible ici? La cible ici, c'est d'abord, on a un public, on a un cœur de cible, public non alphabétisé, mais aussi tous les Sénégalais, tous les jeunes Sénégalais, les jeunes et les moins jeunes. L'opportunité sociétale ici, c'est d'avoir un réseau social sénégalais qui respecte nos valeurs et qui nous protège. D'accord. Donc, je comprends aussi que ça parle aux personnes qui n'ont pas été forcément scolarisées. Voilà. Mais pour les personnes qui ont été scolarisées, est-ce que ce n'est pas une manière d'être beaucoup plus mais non, c'est peut-être aussi une manière... C'est aussi une manière Parce qu'en fait, ma crainte ici, c'est que ça ne détériore un peu l'écrit, l'orthographe et tout. Moi, je pense qu'en tant qu'Africain, en fait, qu'on soit alphabétisé ou pas, on est beaucoup plus parlé qu'écrit. Hein? Deuxièmement, je pense que c'est la tradition. Oui, ça changera. Et en plus, je pense qu'un commentaire, en vrai, en fait, un commentaire, il est forcément oral quelque part. Donc, c'est une nouvelle expérience à vivre. D'accord. Et est-ce que c'est pour les personnes qui ont des choses à vendre? Parce que vous me parlez de communication, donc c'est dans le digital et tout. Est-ce que ça sert aux personnes aussi qui ont envie de vendre des choses, puisque vous parlez aussi d'une meilleure visibilité? Effectivement, je pense que pour les personnes qui ont quelque chose à vendre, c'est une grande opportunité à saisir. Actuellement, l'application est disponible sur Google Play Store et il le sera bientôt sur App Store dans les mois qui viennent. Et quelles sont les limites de cette plateforme? Elle n'a pas de limite. Figurez-vous. Vous êtes sûr? Oui, sûr. En termes de nombre d'utilisateurs, j'entends. D'accord. Ouais. Et donc, parallèlement aussi, vous êtes dans la communication digitale. Effectivement. Et en quoi consistent vos activités? Alors, la communication digitale, pour un peu définir la communication digitale, c'est tous les aspects et toutes les possibilités du digital qu'on met à la disposition de la communication comme elle a été connue et faite jusque-là. Et donc, nous faisons de la communication digitale, mais nous sommes surtout spécialisés dans ce qu'on appelle le inbound marketing, content marketing et aussi le marketing d'influence. Donc, c'est notre orientation première. D'accord, parce qu'on a eu quelqu'un ici qui nous a parlé un peu de social media manager et tout. Est-ce que vous travaillez aussi en ce sens? Alors, dans le domaine vous savez, dans le domaine de la communication marketing, de la communication digitale en général, il y a beaucoup de compétences. Les gens même disent que dans les années à venir, ils vont apparaître de plus en plus de 30 métiers dans le domaine du digital. Donc il y a beaucoup de spécialisations, il y a beaucoup de techniques. Mais nous, ce qu'on fait en fait, on est beaucoup plus dans l'inbound marketing et dans le content marketing, et aussi on utilise beaucoup ce qu'on appelle le marketing d'influence. Notre approche en fait est de faire en sorte, non pas que la marque aille vers le consommateur, mais de faire en sorte en fait que le consommateur directement s'intéresse aux valeurs de la marque et s'intéresse aux valeurs du produit et à l'identité aussi de la marque. Mais ça, c'est un travail quand même qui demande beaucoup d'efforts, non? C'est un travail qui demande beaucoup de compétences, c'est un travail qui demande beaucoup d'habilité. Mais ce sont des techniques appliquées et connues qui donnent des résultats. D'accord, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de communication digitale. Mais qu'est-ce que la communication digitale offre de plus à la communication classique? Léna, si tu veux mon avis, à notre époque actuelle, en France, dans les pays, beaucoup de pays développés, c'est déjà le cas. Mais une communication, à mon avis, ne peut pas se faire sans pour autant que ce soit digital. Il y a plus de 2 millions de Sénégalais qui sont sur Facebook. Il y a une grande partie, il y a plus de 500 000 qui sont sur Twitter. Et une grande partie aussi qui sont sur LinkedIn, qui sont des professionnels. Donc on ne peut pas, à mon avis, mener une communication sans pour autant
essayer d'atteindre les consommateurs sur leur téléphone. Donc, parce que de plus en plus, les gens sont beaucoup plus sur le téléphone que sur la télé. Donc, on ne peut pas mener, à mon avis, une communication sans pour autant que ce soit digital. La communication digitale est, à mon avis, importante dans une communication. La publicité, dans la manière dont elle est connue jusque-là, est de plus en plus révolue et la communication a évolué. Dans beaucoup de pays développés, en fait, la communication est beaucoup plus maintenant orientée dans le digital qu'autre chose. D'accord. Mais comme on a vu dans l'élément tout à l'heure, on parle de cybercriminalité et tout. Et on sait que quand même c'est digitalisé, en tout cas numérisé et tout, il y a quand même ce risque-là par rapport aux données personnelles. Oui. Comment est-ce que vous faites pour justement sécuriser les personnes avec qui vous travaillez? Bah, justement, il est vrai que bon, la criminalité a toujours existé. Donc, dans le domaine digital, ça ne fait que se reporter. Mais il est clair qu'en tant que professionnels, nous prenons toujours des précautions pour protéger ceux avec qui nous travaillons, aussi bien sur le plan de la communication digitale avec nos clients que sur Epneu avec les utilisateurs en termes de protection des données. D'accord. Et si jamais Internet n'existait plus, comment est-ce que vous allez faire? D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Pouy. Merci beaucoup, Léna. Voilà, il était donc notre invité aujourd'hui dans Midi Actu, Monsieur Amadou Pouy. Il est jeune entrepreneur et c'est la fin de ce magazine qui revient bien sûr demain à partir de 12 h sur cette même chaîne, la RTS2, Canal 5 TNT, Canal 215, le bouquet Canal+ en HD. On se quitte avec la météo du jour. Au revoir. Nationale, le nombre des députés.